minutes et 30 secondes. Je vais vous montrer. Les dernières 10 secondes, je vais les compter sur mes doigts. Après ça, vous allez pouvoir répéter si jamais vous passez le temps. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 5 minutes avec les juges. Puis, je voulais vous rappeler que le point d'idée est le nom de l'école. Et je vais laisser les juges se présenter. Bien, tout d'abord, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir avec un beau sourire. Ça va bien aller. Yves Groslo, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais vous présenter mes collègues vont se présenter plutôt. Bonjour, Simon Charlebois, je suis directeur de la SRDC Centre de Mauricie, un organisme qui fait du financement d'entreprise. On gère 3 fonds d'investissement. Moi, c'est Valérie Gauthier. Je travaille pour un organisme fédéral qui fait du financement de la commercialisation dans le secteur des publicités énergétiques. Bonjour, Paul Grégoire, le directeur de portefeuille chez Investissement Québec. Je suis dans le financement d'entreprise depuis 25 ans. Éthique, croissance. Excellence. Voici nos valeurs chez notre film d'experts en conseil visionnaire et c'est autour de celle-ci que nous allons orienter nos recommandations face au projet d'investissement. En effet, c'est en combinant nos 3 regards que nous en sommes venus à une seule vision. Laissez-moi vous introduire à notre équipe. Tout d'abord, Audrey Rivet, Vincent Rivet et moi-même, Tommy Leclerc-Richard. Le mandat qui nous a été donné aujourd'hui, il s'agit d'une décision d'investir dans une compagnie par rapport aux différents risques et à la situation actuelle de l'entreprise, et ce, sous forme de capital action, les différentes modalités de l'investissement. Alors, notre présentation va se dérouler comme suit. Nous allons d'abord débuter en faisant un bref état de votre situation actuelle. Par la suite, on va enchaîner avec le gros de notre présentation, soit l'analyse financière. On va dégager nos recommandations pour ainsi terminer avec des perspectives d'avenir. Donc, l'entreprise Alimer a été créée en 2008 par une jeune entrepreneur, Julie Bourgeot. En fait, l'entreprise consiste à fabriquer des mets préparés, plus principalement avec les fruits de mer. Puis, Julie Bourgeot est quand même très reconnue dans le marché des fruits de mer. La clientèle est assez satisfaite, puis on la considère comme un chef de file un petit peu dans le secteur. Donc, on a analysé un petit peu l'environnement de l'entreprise. Premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve dans les forces, c'est que l'entreprise est très novatrice. En fait, ils consacrent 2% de leur chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Par la suite, il y a des recettes qui sont exclusives à l'entreprise, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un beau potentiel à faire avec ça. On va en parler un petit peu plus tard, là, vraiment, plus précisément de tous ces points. Par ailleurs, la qualité du produit est vraiment excellente. Les clients sont satisfaits, puis même il n'y a eu jamais aucune plainte par rapport au produit. Qu'est-ce qui serait à travailler? Par contre, on va le voir un petit peu plus tard dans les ratios financiers. Il y a les liquidités qui laissent un petit peu à désirer, mais c'est rien de très grave. C'est quelque chose qui est facile à travailler. On a noté également que Julie manquait un petit peu de transparence avec ses employés. Donc ça aussi, ça va être un point à travailler, puisqu'on sait le consommateur, pas le consommateur, le personnel est près du client, puis c'est avec lui qu'on va pouvoir aller chercher des commentaires puis des points améliorés dans les produits. Par ailleurs, le personnel commence à être âgé dans la production. C'est pas facile non plus d'aller chercher des employés dans la région. On va essayer d'élaborer un plan pour être en mesure de continuer d'avoir une belle production puis des bons produits. Comme opportunité, le secteur de l'alimentation est en croissance depuis quelques années. On va essayer d'en profiter. Puis également la possibilité d'exporter dans des nouveaux marchés. Comme menace, par contre, le secteur des fruits de mer est assez turbulent ces jours-ci, plus principalement au niveau de l'approvisionnement. On va vous donner des conseils, mes collègues vont vous donner des conseils par rapport à ça un petit peu plus tard. Et il y a également le comportement du consommateur qui est assez changeant ces jours-ci. Je pense notamment là, au mouvement que les gens veulent acheter des produits verts, puis ils pensent aussi en fait à plusieurs facteurs là, de l'environnement. Donc on a calculé des ratios financiers qu'on croyait pertinents pour bien pouvoir compléter votre situation actuelle. Donc le fonds de roulement d'entreprise se situe environ en 2012 à 1,2 %. Ça pourrait sembler bien. Par contre, quand on regarde le ratio de liquidité immédiate, on comprend que les stocks, c'est vraiment les stocks qui viennent améliorer le ratio de fonds de roulement.
ce qui veut dire que les stocks sont assez importants dans l'entreprise. Par le fait même, les comptes clients, se situent à en fait, ça prend 50 jours pour recouvrer les comptes clients. Selon nous, dans le secteur de l'alimentation, c'est quand même un montant qui est assez élevé. On va essayer de travailler là-dessus également. Au niveau de l'endettement, l'entreprise est endettée à seulement 29% en 2012, ce qui veut dire qu'il y a quand même de bonnes possibilités pour des projets d'investissement pour s'endetter un petit peu plus. Parfait. Donc, tout d'abord, une partie de notre mandat faisait partie concernait l'analyse des risques. Tout d'abord, une partie des risques qui sont exogènes, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de contrôle, étant donné que c'est des facteurs là, qui sont dus au marché, à des fluctuations. Certaines sont difficilement contrôlables. Tout d'abord, c'est sûr que les diminutions de quotas vont affecter vos fournisseurs, là, qui peut être pour vous là, une diminution de la demande peut faire augmenter vos prix, quelque chose que vous ne contrôlez pas nécessairement. Et du même coup, la demande mondiale pour ces produits-là est en augmentation. Donc, une augmentation, ça veut dire qu'il y a plus de demandes, on va avoir plus de concurrents qui vont s'établir dans ces créneaux. Donc, c'est quelque chose qu'on a moins de contrôle. Par contre, il y a autre chose que vous avez du pouvoir. Donc, du côté du comportement du consommateur, on va penser au mouvement éco-responsable. Donc, toutes les normes environnementales, vous avez déjà fait l'entreprise a un pas en avant. Elle a la norme HACCP, c'est une norme là, par rapport à la qualité du produit, mais c'est certain que les consommateurs, là, la tendance verte va toujours être omniprésente, donc c'est quelque chose que vous devez considérer, puis garder toujours en tête là, lorsque vient le temps de développer les produits, que cette norme va revenir. Donc, de l'autre côté, une image de la santé. L'entreprise, en ce moment, elle n'a pas d'image, elle n'a pas sa marque. Elle vend ses produits sous le nom de la compagnie maison. Donc, pour l'entreprise, pour continuer à croître, on va vous en parler encore en profondeur, mais une création d'une image de marque est très importante. Donc, présentement, là, votre budget, là, vous investissez aucunement dans le marketing. Donc, c'est simplement du bouche à oreille qui s'est passé là. Donc, c'est quelque chose là, qui est important de corriger le plus rapidement possible. Pour la suite des risques endogènes, nous avons identifié deux types de risques. Tout d'abord, le risque commercial. Le risque commercial comprend entre autres le risque de gestion. En premier lieu, l'entreprise n'a aucun conseil d'administration. Ça serait très important pour remettre l'entreprise sur les bonnes voies, avoir des lignes claires de qu'est-ce qu'elle veut vraiment établir, avoir une bonne mission. De plus, elle n'a aucun outil de gestion pour la gestion de ses comptes clients, de ses comptes fournisseurs, avoir vraiment améliorer la gestion du cycle de conversion d'encaisse qu'on va faire part un peu plus tard. Donc ainsi, notre recommandation, c'est d'établir un conseil de gestion qui est un conseil similaire à un conseil d'administration, mais la différence, c'est que c'est à l'extérieur de l'entreprise, c'est des personnes qui sont externes à l'entreprise, qui viennent porter un regard différent, qui peuvent être très, très, très utiles pour l'entreprise Alimaire. Par la suite, la gestion des clients. Les clients de l'entreprise Alimaire, une forte dépendance commerciale. On a compris que 70% des ventes proviennent de seulement 3 clients. Qu'est-ce qui arrive si un de ceux-ci font faillite ou décide de changer de fournisseur? Une forte baisse de vos ventes. Il serait très important d'élargir votre éventail de clients et d'aller ainsi diminuer votre dépendance commerciale à ces 3 clients très importants. Un bon point à mentionner, la satisfaction des clients. Les produits que vous vendez, les clients sont très satisfaits. On l'entend beaucoup par le bouche à oreille. Cependant, un faible suivi est effectué de la part des gestionnaires. Ce serait très important d'aller vraiment chercher des meilleures recommandations, aller dans le marché au niveau des épiceries, faire des tests d'échantillons pour aller chercher vraiment une meilleure recommandation et du meilleur soutien. C'est ainsi que notre recommandation, comme j'avais mentionné, était d'élargir l'éventail de clients. Par la suite, pour le risque financier, le financement, il y a un manque de confiance entre les parties. Le manque de confiance, qu'est-ce qu'on veut mentionner ici, c'est la confiance avec votre banque qui ne semble pas être prêt à investir avec vous. Cependant, vous avez une excellente relation avec votre banquier. C'est un bon signe, vous seriez capable d'aller augmenter votre marge de crédit dans le besoin
où les meilleures relations permettent vraiment d'aller chercher avec lui, même si c'est la banque, aller chercher avec lui des investissements potentiels. Pour résoudre le manque de confiance avec votre créancier, si vous avez seulement un créancier qui est la banque locale, il serait très important d'aller faire une recherche, que Alimer aille faire une recherche des nouveaux créanciers possibles. On parle de l'Investissement Québec s'il y a une création possible dans l'emploi si on accepte le projet. On parle de la BDC qui parle de la Banque de développement du Canada ou toute autre institution bancaire qui serait prête à investir dans votre projet. Étant donné une PME, le risque de liquidité est très élevé. Il est très important d'avoir une excellente gestion des liquidités. L'entreprise n'a peu d'outils de gestion des liquidités. C'est très important d'implanter ça. Le cycle de conversion de l'encaisse, comme on l'a vu, se situe aux environs de 70-80 jours. Le secteur se situe aux environs de 50-60 jours. Il faut redresser ça. Il faut trouver un moyen d'établir une meilleure gestion de nos liquidités, redresser ça. On parlait d'implanter un budget de caisse aussi, qui vous permettrait de faire des meilleures prévisions, avoir des prévisions plus stables. C'est pas fait en ce moment dans l'entreprise et la majorité des concurrents le font. Par rapport aux liquidités, on a remarqué que la marge de crédit au contrat était de seulement 250 000 $ au cours des dernières années. Il serait très important d'essayer d'aller renégocier la marge de crédit pour avoir une entrée de flux, une possibilité de flux, enfin un coussin de liquidité supplémentaire qui serait très utile à l'entreprise si on parle d'une croissance, si on accepte le projet. Ainsi, avec les garanties accordées de l'entreprise qui parlaient de 75% des comptes clients et 40% des stocks, on arrivait à une marge de crédit disponible actuelle de l'entreprise de 130 000 et 50 000 pour 2010-2011, mais on voit que la marge de crédit disponible est très limitée par la marge de crédit accordée au contrat. Il faut ainsi essayer d'aller augmenter ça à 500 000 pour avoir un coussin de liquidité qui pourrait nous être grandement utile dans le projet d'investissement. Comme mentionné un peu tout à l'heure, une meilleure gestion du cycle d'encaisse engendrerait des entrées de fonds plus rapidement et permettrait d'étirer un peu nos comptes fournisseurs qui augmenterait notre niveau d'encaisse. Dans le fond, augmenter nos niveaux de liquidité, c'est toutes des choses qu'on aimerait bien voir dans l'entreprise qui vous permettraient de diminuer votre risque dans votre investissement. On nous parle d'une entreprise rentable. Madame la gestionnaire dit que son entreprise est rentable. Cependant, une entreprise rentable n'est pas nécessairement solvable. Il faudrait vraiment essayer d'aller établir une gestion et une étude plus claire des liquidités, de la solvabilité de l'entreprise, qui parle de la solvabilité qui mentionne l'hypothèse de la continuité des exploitations, de l'exploitation de l'entreprise. Quand on parle de solvabilité, les meilleurs ratios à utiliser, là, ce serait vraiment à partir de l'état des flux, analyser la nouvelle marge de crédit qui serait disponible, les entrées de flux et les sorties de flux. Quand on parle de liquidité, c'est vraiment important de prendre en compte les deux composants de la liquidité qui parlent de stock de liquidité. Les ratios de liquidité, tantôt, qui étaient adéquats, mentionnaient une liquidité bonne. Cependant, il faut vraiment prendre en compte les flux monétaires qui vont sortir avec le projet de croissance. Il faut mettre les outils en place pour mieux analyser ça. Donc, pour poursuivre, on a établi un diagnostic de l'entreprise. Maintenant, on voulait savoir, cette entreprise-là, est-ce qu'elle a une valeur par rapport à l'investissement? De quel montant on parle? Puis quelles seraient les modalités? Donc, on a certaines hypothèses qu'on a été obligé d'établir pour poursuivre l'évaluation de l'entreprise. Donc, tout d'abord, on a utilisé un taux sans risque à 2 %. On n'avait pas sous nous les obligations d'épargne qui nous représenteraient le taux sans risque. On est allé avec les valeurs là, qui se tenaient dans ces alentours-là. Ensuite, pour ce qui est des amortissements, on a utilisé un amortissement qui était dégressif à 20 %. C'est sûr que là, pour les amortissements passés, on n'avait pas... on a dû émettre les hypothèses parce qu'on n'avait pas depuis quand ils étaient achetés, puis pour combien, puis le taux dégressif, excusez-moi. Ensuite, pour l'impôt, on était allé avec un impôt à 19 %, étant donné que la compagnie est au Québec, puis c'est une PME avec un petit chiffre d'affaires. Donc, avec l'abattement de l'impôt québécois, on se retrouve dans les alentours de 19 % environ. Puis, pour ce qui est de la méthode de l'évaluation, on va avoir besoin de la pondération de la dette dans les états financiers. Donc, on a utilisé là, une valeur médiane entre le groupe témoin croissance et le groupe témoin par rapport au secteur. Donc, c'est vraiment le juste milieu qui représente là, le mieux la situation de l'entreprise.
Tout d'abord, il faut mentionner que nous avons pris en compte que vous êtes prêt à investir dans cette entreprise-là, étant donné que l'entrepreneur, le gestionnaire est prêt à s'impliquer et croit en son projet. C'est un point important à mentionner. Ainsi, pour calculer la valeur de l'entreprise, pour mieux évaluer l'investissement nécessaire que vous devez faire, nous avons calculé tout d'abord le coût des fonds propres qui va nous permettre de calculer la valeur de l'entreprise. Tout d'abord, le coût des fonds propres est calculé à partir de la méthode du build-up qui consiste en faisant la somme du taux sans risque en additionnant la prime de secteur, la prime de taille et la prime de marché et la prime spécifique. Nous avons indiqué un haut et un bas qui vont représenter un coût moyen de pondéré de capital différent pour nous permettre d'évaluer l'entreprise, faire une échelle de valeur pour la valeur de l'entreprise. Ainsi, le taux sans risque, comme mentionné, est de 2 %, le prime de secteur est de 5 %, la prime de taille est de 10,05 %. Étant donné une PME, le risque est très élevé. La prime de marché varie, et la seule prime qui varie, elle varie entre 4 et 6 %, étant donné les fluctuations qui peuvent survenir dans le marché. La prime spécifique est du projet, étant donné un projet, on va se le dire, quand même risqué, étant donné les problèmes d'approvisionnement et le type d'alimentation qui implique, variera, on a acheté cette prime spécifique variera entre 1 et 1,5 %. Ainsi, le coût des fonds propres varie entre 22 et 25 %. Ce coût des fonds propres nous permettra de calculer le CMPC. Tout d'abord, la pondération des fonds propres est de 55 %, le coût des fonds propres mentionné est de 22 à 25 %, la pondération de la dette est de 45 % et le coût de la dette calculé à partir des frais financiers sur la dette de 9,5 %. Nous avons un CMPC qui varie entre 15,6 et 17 %. Le multiple ici va nous permettre de calculer la valeur résiduelle dans l'entreprise. Pour vous expliquer comment on a calculé la valeur d'entreprise, a été calculée à partir de la méthode des flux, l'actualisation des flux monétaires qui consiste en faisant la somme des flux monétaires actualisés en valeur d'aujourd'hui, additionnée de la valeur résiduelle actualisée en valeur d'aujourd'hui. Le multiple consiste à faire l'inverse du taux d'actualisation moins le taux de croissance mentionné précédemment. Notre multiple haut et bas est de 7,94 et 6,68. Ainsi, nous avons fait des prévisions pour les flux. Nous avons pris le bénéfice net de 2012, nous avons établi une croissance de 5 % pour les prochaines années et en 2016, une croissance de 2 % Nous avons redressé l'amortissement et les frais financiers, l'amortissement qui n'est pas une vraie sortie de fonds et les frais financiers qui sont déjà calculés dans le CMPC, qui nous donnent des flux monétaires discrétionnaires qui s'échelonnent de 182 à 400 000. Ainsi, nous arrivons à calculer la valeur résiduelle et la somme des flux. La valeur résiduelle correspond à la valeur de 2016 qui a été multipliée par le multiple haut et bas qui nous permet de calculer la valeur résiduelle à actualiser. La valeur résiduelle actualisée est d'environ 1 million. Nous avons additionné les flux monétaires des 3 prochaines années que nous avons actualisés donne environ 650 000. La valeur de l'entreprise équivaut donc à entre 1,8 et 1,6 million. Pour calculer la valeur des actions, la juste valeur marchande des actions, nous avons soustrait la dette de l'entreprise actuelle qui est de 850 000 $. Ainsi, la JVM des actions varie entre 1 million et 800 000 $. Donc, faisant partie de notre mandat, vous nous avez demandé d'établir s'il y avait une participation, quelles seraient les modalités. On sait que vous avez proposé, tout d'abord, vous ne vouliez pas vous investir dans l'entreprise, puis c'était un souci qui était partagé avec l'entreprise dirigeante de la compagnie. Donc, à ce moment-là, on vous a fait 2 propositions. C'est certain, le partenariat sans participation, donc un investissement on parle de 250 000 $, soit la valeur environ qui représenterait 25 % des fonds propres. Ça serait sans contrôle, donc qui représenterait votre critère. Par contre, comme on vous l'a mentionné, on pense que les possibilités de croissance pour l'entreprise sont excellentes. Donc peut-être que vous aimeriez ajouter votre grain de sel, soit votre expérience, puis vous nous avez mentionné que vous aviez des contacts dans ce domaine-là. Donc pour nous, ce serait très important que vous faisiez partie un peu de l'évolution de cette entreprise-là. Donc, on vous proposerait un partenariat avec participation, soit en échange de 25 % des actions ordinaires.
l'entreprise, les actionnaires actuels resteraient majoritaires, garderaient le contrôle. Vous auriez à investir le montant de 250 000 $, soit la valeur plancher là, de l'évaluation de l'entreprise qu'on vous a présentée. Puis avec ça, là, on pense que sur le long terme, vous allez avoir un rendement là, qui est beaucoup plus intéressant. Puis pour l'entreprise, ça va être encore mieux parce qu'elle va croître grâce à votre expérience. Donc, c'est sûr qu'on vous fait une offre. Par contre, il y a d'autres recommandations qui seraient vraiment importantes à appliquer si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, il est vraiment important. Vous avez mentionné que vous avez développé des produits haut de gamme. Puis vous n'avez jamais fait d'études de marché, mais qu'il y a un marché pour ça. Donc, ce qu'on vous propose, on a besoin d'une étude de marché là, pour poursuivre. Ensuite, on a besoin de l'embauche. En ce moment, on a un problème de personnel. Donc, vous avez besoin de combler ça. Il y a des contremaîtres qui sont partis. Donc on doit remplacer ça. Puis, la gestion des liquidités doit être adéquate. On vous proposait aussi une vérification due diligente, question éthique pour vérifier ses états financiers. Étant donné que vous n'avez pas de comptable, tout est excellent. Donc, nous sommes visionnaires et sommes prêts à répondre à vos questions. Merci de ta présentation. Vous avez accéléré ça pas mal sur la fin. Peut-être juste une première question. Vous avez présenté beaucoup d'informations financières, beaucoup d'informations sur l'entreprise. Moi, j'ai un principe un peu en gestion comme investisseur, comme ça, qu'on appelle le KISS, Keep It Simple, Stupid. Et j'aimerais ça que vous me ressortiez, juste selon vous, c'est quoi peut-être les 3 éléments les plus importants dans ce dossier? Si je peux me permettre, on avait une petite diapositive. Les plus importantes, on les a étalées ici, puis ça fait partie de notre plan de développement en même temps. Donc, c'est sûr, tout d'abord, le plan d'embauche pour gérer les problèmes de rétention qu'on a dans l'entreprise. Puis ce plan d'embauche-là, il va être suivi d'un plan de formation en continu. Donc, présentement, ce que vous offrez à vos employés, ce que l'entreprise offre à ses employés, c'est 2 heures de formation par mois, ce qui est très peu. Donc, ce qu'on propose, c'est, exemple, une formation intensive de quelques mois, suivie de des rencontres biannuelles. Ensuite, c'est sûr, développer des brevets et des marques par rapport à vos innovations. Là, on sait qu'il n'y en a pas. On vous l'a mentionné, c'est important d'en avoir. Ensuite, là, alors, si on garde ça simple, la stratégie marketing, une fois que votre marque est faite, vous devez vous faire connaître là, le bouche-à-oreille. Ça ne suffira pas si on veut aller à la croissance. Pour compléter un peu la question, 3 facteurs simples vous permettraient vraiment d'argumenter pour investir dans l'entreprise. Premièrement, le gestionnaire croit en son projet, elle y fait vraiment confiance. Deuxièmement, les clients sont très satisfaits. Cependant, il n'y a pas de marque qui ne sont pas capables d'aller chercher le produit qu'ils recherchent. C'est les épiceries qui le vendent. Il faut intégrer la marque pour vraiment que les clients s'identifient pour augmenter ainsi les ventes. Félicitations. Vous motivez un peu ma question parce que j'avais une question. Je suis comme vraiment tous les groupes. Vous avez abordé l'aspect. Je vais avoir votre opinion. Est-ce que la présidente, selon vous, elle dispose actuellement, selon ce que vous avez lu dans le cas d'outils de gestion? Et selon vous, est-ce qu'elle est capable d'utiliser les outils de gestion qui lui seraient proposés? Ou elle a... Bon, ce qu'on croit, c'est qu'elle a vraiment, elle a l'attitude d'une entrepreneur, oui. Les outils de gestion, elle en a pour certains créneaux. Par contre, côté financier, là, on n'a aucune... C'est l'adjointe administrative qui s'occupe de ça. Donc, en même temps, c'est sûr qu'on va apporter là, quelque chose avec plus de rigueur. Un comptable certifié qui va venir faire la vérification du diligent, puis après ça, va travailler pour l'entreprise. C'est certain que là, on ne l'a pas mentionné parce qu'on a manqué de temps, mais ça faisait partie aussi de notre plan, c'est qu'à long terme, là, ça va nous prendre une relève. Donc, on va établir là, le conseil de gestion, on va préparer la relève de madame qui est très innovante, mais elle est dépendante de l'entreprise là aussi. Si je peux même ajouter, on avait également élaboré un mini-plan d'embauche qui nous permettrait aussi de déléguer des tâches parce que Julie, on le sait, elle en a énormément sur les épaules, puis il faut vraiment qu'elle délaisse certaines tâches qui pourraient se faire par d'autres employés. Comme ça, elle pourrait vraiment concentrer son énergie sur des tâches plus importantes.
dernière question, mais étant professeur de finance, c'est sûr que l'élaboration que vous avez faite du coût du capital, ça répond un peu à la question que je voulais vous poser, mais par contre, j'aurais peut-être une question complémentaire. Vous avez parlé tout à l'heure d'une marge de crédit, vous parlez d'outils de gestion financière. Alors, à court terme, qu'est-ce que vous offriez, qu'est-ce que vous proposez à l'entreprise comme outil de gestion pour pouvoir réaliser ce que vous avez proposé? Comme outil de gestion, pour mieux, comme on parlait de la marge de crédit qui va vraiment venir nous aider sur les liquidités, comme outil de gestion, c'est vraiment faire une meilleure analyse financière des ratios d'entreprise. On parle d'instaurer des ratios qui vont permettre de calculer la liquidité étant en stock et en flux. On parle de stock de liquidité nette, du RSL qui prend en compte les flux monétaires sortants, la marge de crédit, les entrées et les sorties de fonds. Quel outil avez-vous utilisé? C'est ça. Dans le fond, dans notre plan de suivi et contrôle, on priorise le budget de caisse vraiment parce que le budget de caisse, la liquidité de la PME, c'est ses veines, c'est ce qui coule. Donc, on a besoin de ça. C'est primordial. C'est pour ça qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de temps pour vous présenter en profondeur le plan. Mais on n'a pas compris. Ça va. Puis si je peux ajouter une dernière chose, étant donné que l'entreprise a des projets d'expansion, ça serait important aussi de faire des états financiers prévisionnels pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Merci beaucoup.